Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vois que vous êtes un petit peu partout en France. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour ce nouveau mercredi des sciences. Aujourd'hui, on est en compagnie d'Édouard Kierlich, qui est donc directeur de la Maison pour la Science à Paris et professeur de physique à Sorbonne Université. Et il va vous parler aujourd'hui du stockage de l'énergie. Donc sa présentation va durer environ une demi-heure et ensuite vous pourrez échanger avec lui. Pour échanger avec lui, vous pouvez utiliser les outils qui est en bas de votre écran. Donc, quand vous placez votre curseur en bas, vous avez soit l'outil questions et réponses, soit le chat, et vous pourrez envoyer vos remarques, vos questions pendant le temps de sa présentation, et on essaiera d'y répondre à la fin. Juste avant de lui laisser la parole, je voulais vous montrer le manuel Numérique Max. On en parlait un petit peu en préambule, mais si vous n'étiez pas encore arrivé, c'est donc des manuels numériques granulaires. Et donc, je vais vous montrer le manuel d'enseignement scientifique de terminale. Donc là, on va dans le chapitre, on peut aller dans le chapitre 4 juste avant. Je vais vous montrer par exemple cet outil qui vous permet d'aller à une page donnée. Donc, c'est assez pratique si vous savez que vous êtes arrêté à un endroit précis du manuel. Euh, Ici, je reviens au sommaire. Donc, je prends le chapitre 4. Donc, vous voyez bien que c'est un manuel granulaire parce que vous voyez ressource par ressource. Mais si vous avez besoin, vous pouvez repasser sur une vue qui est plus comme un PDF ou un livre papier sans perdre l'endroit où vous étiez. Sur chaque ressource, vous avez bien sûr des fonctionnalités. Vous pouvez vidéo projeter, annoter. Vous avez des options d'accessibilité. Si vous avez des élèves 10, vous pouvez changer la police, changer la taille. Vous avez bien sûr une fonctionnalité de recherche avec plein de filtres, de thèmes. Vous allez pouvoir retrouver comme ça les diaporamas des précédents mercredis des sciences qui sont à chaque fois dans les manuels qui correspondent aux thématiques et au niveau. Donc voilà pour ce rapide tour du manuel numérique Max. Je vous mettrai dans la conversation un lien qui vous permet de savoir comment avoir une licence premium si vous n'en avez pas déjà, comment essayer, etc. Et puis sachez que ce mercredi des sciences va être enregistré et il sera ensuite disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site. Et je vous mettrai aussi le lien vers la page Mercredi des sciences où vous pourrez retrouver tous les précédents replays des mercredis des sciences. Et je laisse la parole maintenant à Edouard Kiernik. Alors bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Édouard Kierlich, je suis professeur de physique à Sorbonne Université. Voilà, j'espère que vous voyez mon fond d'écran et je vais vous parler donc de la physique du stockage de l'énergie. Comme je le racontais juste avant cette présentation, c'est un sujet extrêmement vaste. Donc j'ai fait des choix assez radicaux sur la manière de présenter ça. En fait, je vais penser avant tout à vos élèves. Et je vais essayer de vous montrer que sur cette thématique-là, on peut faire des choses, y compris avec des élèves de lycée. Alors, bon, cette diapositive, je passe très vite, c'est juste, j'ai recensé dans le programme de lycée actuel les thèmes qui relevaient du stockage de l'énergie, donc que ce soit dans l'enseignement scientifique et dans le programme de physique-chimie. Ce qui m'a frappé, c'est que les notions scientifiques qui sont indiquées tout en bas, hein, ici. Alors, est-ce que vous voyez ma petite souris? Ça, je ne sais jamais. Vous la voyez? Oui, on la voit. Gravitation, Oui. hydrostatique, circuit électrique, chimie organique, électrochimie, photosynthèse. Vous avez tous les outils qu'il vous faut, hein, pour traiter avec vos élèves de cette problématique. Et je voudrais en faire l'illustration sur un dispositif de stockage de l'énergie qui est actuellement en développement en Chine par une société suisse, me semble-t-il, qui s'appelle donc Energy Vault. Donc voici le bâtiment qu'ils sont en train de construire en Chine, à Rudong, dans la province de Changzhou. Alors de quoi s'agit-il? Donc ce que je vais avant tout discuter avec vous aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le stockage de l'énergie stationnaire. En gros, vous avez des sources d'énergie renouvelables intermittentes, donc qui peuvent, comme c'est indiqué ici, être de l'éolien ou de l'énergie solaire. Et il y a des moments où vous avez des excédents d'énergie. C'est-à-dire que
vous pouvez pas, c'est compliqué de le réinjecter dans le réseau parce que vous produisez plus d'énergie qu'on en consomme. Alors, une idée, c'est de profiter de ces moments-là pour lever des blocs de béton. Donc, si on est dans un immeuble et au départ, ils sont en bas, quand vous avez trop d'énergie, vous levez les blocs de béton, vous les amenez en haut de l'immeuble. Et lorsque, situation opposée, vous êtes dans une situation où, à cause de l'absence de vent ou de soleil, vous ne produisez plus assez d'énergie renouvelable intermittente et donc que vous êtes en manque d'énergie, eh bien à ce moment-là, vous laissez chuter les blocs de béton au bout d'un filin. Donc vous pouvez, c'est une espèce d'ascenseur sans contrepoids, hein. Le bloc de béton descend, il tire sur un filin, le filin fait tourner je ne sais quel axe, et ça génère, hein, ça vous allez générer, hein, avec un alternateur de l'énergie électrique. Donc, ce projet-là n'est pas encore achevé, et je voudrais vous montrer que vous pouvez parfaitement le traiter avec des élèves de lycée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec les projets récents, on a toutes les données. Sans doute trop, sans doute pas toutes compréhensibles, mais si vous allez sur le site d'Energy Vault, voilà le genre de choses que vous avez. Bon, ce qui va nous intéresser, c'est avant tout ces chiffres-là, hein, sur ma gauche. On me dit qu'avec cet immeuble, quand il est bien bourré de béton, eh bien, on peut avoir un système qui peut stocker de l'énergie, 100 mégawattheures, qui peut délivrer une puissance crête de 25 mégawatts. Et par ailleurs, il y a un chiffre qui m'a a priori surpris, il donnait une densité surfacique d'énergie. C'est-à-dire, ils nous disent qu'il faut 100 mètres carrés, j'imagine, de tenue au sol du bâtiment pour produire pour stocker 1 mégawattheure. Voilà. Et puis, il y a plein d'autres données que vous trouverez ici dont on ne se servira pas. Alors, il se trouve que ces données-là, on peut les interpréter au niveau terminal avec la plupart des élèves. Alors, quelle est la physique dont il est question ici? En fait, il y a deux lois de physique qui interviennent, qui sont d'une part l'énergie gravitationnelle, hein. Quand vous avez un objet et que vous l'élevez à la hauteur h, il gagne de l'énergie potentielle gravitationnelle, qui n'a rien d'autre que le produit de la masse par l'accélération de la pesanteur par le dénivelé h. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour la puissance, on sait que c'est le produit de la force et de la vitesse. Et donc, si vous êtes en chute, hein, si vous laissez tomber un poids à une certaine vitesse v, eh bien, vous savez que vous allez pouvoir dégager une certaine puissance qui est le produit poids fois vitesse. Donc, dans tout ce qui va suivre, je vais supposer que grâce à la technologie, on a une excellente conversion entre cette énergie de nature mécanique, hein, et l'énergie électrique. En fait, c'est souvent le cas dans ce genre de dispositif. C'est comme dans les barrages, hein, tout ce qui est alternateur, qu'on trouve aussi dans les éoliennes, etc., c'est d'excellents rendements. C'est-à-dire que la puissance mécanique se convertit très très bien en puissance électrique avec des pertes qui sont de quelques pourcents, mais qui restent relativement faibles. Eh bien, alors pour aborder ça, là je vous montre un petit peu comment on peut utiliser les lois physiques pour essayer de décrypter les chiffres qui nous sont donnés pour un dispositif de stockage. Bah, il me faut quand même une modélisation. Donc j'imagine que mon bâtiment, c'est une espèce de parallépipède, hein, donc de hauteur. Alors si vous regardez bien, sa hauteur réelle, c'est 2h. Et puis, il y a une base qui est, elle, au sol. Je dis que c'est un carré. Je ne me suis pas plus fatigué que ça. Ça me semblait assez ressemblant par rapport à la photo d'origine. Et en gros, ce qui se passe, c'est qu'au départ, tout le béton est en haut, et puis vous le laissez descendre en bas. Voilà. Et à partir de ça, bah, vous pouvez estimer l'énergie potentielle que vous avez récupérée en faisant ça. Voilà. Donc, le béton, 1 mètre cube de béton, ça pèse 2,4 tonnes. Voilà. Et la question que je me suis posée, c'est pour retrouver la densité qui est indiquée dans les données de ce projet, hein, G-Volt, ça s'appelle, donc 100 mètres carrés par mégawattheure, quelle est la hauteur qu'il me faudrait de chute du béton? Donc, je vous laisse manipuler cette formule-ci, hein.
qui me donne l'énergie potentielle de mon bloc de béton. Et ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que le, tout calcul fait, on s'aperçoit que la hauteur de chute, hein, de combien dois-je abaisser mon énorme bloc de béton pour avoir 100 mètres carrés par mégawattheure, c'est 55 mètres. 55 mètres, mon immeuble, il fait 110 mètres, et vous regarderez dans les données, le bâtiment, c'est 145 mètres. Voilà, donc avec de la physique extrêmement simple, je suis capable de donner du sens à des valeurs numériques qui figurent dans la fiche de données. Voilà. Et c'est ce à quoi moi je voudrais que vous puissiez vous atteler avec vos élèves à chaque fois, à partir de données réelles, leur donner du sens. Bien sûr, ce n'est jamais parfait. 110 mètres, 145 mètres, il y a plein de raisons à ça. On peut parfaitement imaginer. Le béton, là, j'ai imaginé que c'était un bloc de béton qui est tout seul. Quand vous regardez dans le détail, ce n'est pas possible de faire ça. On prend des blocs de béton qui font quelques mètres cubes et, et on les manipule individuellement. Donc, il faut que l'immeuble ait une infrastructure. Il faut qu'il y ait des palans pour déplacer les blocs de béton. Donc, le chiffre que j'obtiens ici, il est évidemment, c'est un peu mieux qu'un ordre de grandeur, mais ça ne peut pas être parfait. Il n'empêche que je trouve ça assez saisissant qu'avec peu de moyens, hein, on arrive à donner du sens aux valeurs, voilà, par exemple, la hauteur de l'immeuble. Il me faut un immeuble de plus de 100 mètres si je veux effectivement avoir une densité d'énergie au sol qui correspond à 100 mètres carrés pour 1 mégawattheure d'énergie accumulée. De la même façon, si je me pose la question qu'au total, dans mon bâtiment, j'ai une énergie stockée sous forme gravitationnelle de 100 mégawattheures, je peux en déduire la dimension au sol et je trouve une longueur de 100 mètres. Donc, quand vous regardez, hein, est-ce que cet immeuble-là, s'il a une dimension de 145 mètres de haut, l'arête au sol est de 100 mètres? Moi, ça me semble tout à fait plausible. Donc, deux lois physiques extrêmement simples, là pour l'instant une seule loi, me permet d'interpréter ces chiffres-là. Alors ensuite, donc vous voyez que là je parle de l'énergie stockée. Une autre donnée qui est extrêmement importante, c'est la puissance qu'on peut délivrer avec ce dispositif de stockage. C'est important parce que c'est la manière dont on déstocke justement, à quelle vitesse on peut aller. Alors là, ben, pas facile à interpréter. On me dit que c'est 25 mégawatts. Euh, J'ai imaginé qu'on fait descendre les blocs de béton à 5 mètres par seconde. Alors, ce n'est pas un chiffre totalement arbitraire, hein. 5 mètres par seconde, c'est en gros la vitesse d'un ascenseur, hein. Je me dis que ça doit correspondre. Eh bien, on se rend compte qu'il faut quand même descendre 200 mètres cubes de béton en même temps pour obtenir ces 25 mégawatts. Voilà. Donc ça, c'est juste en utilisant la formule force fois vitesse, hein, le poids fois la vitesse. À partir de ces données-là, et si on veut comparer avec d'autres formes de stockage, une des grandeurs très intéressantes sur lesquelles je reviendrai après, c'est ce qu'on appelle la densité d'énergie. C'est-à-dire combien d'énergie puis-je stocker par kilo, hein, donc c'est une densité massique, par kilo de mon dispositif. Ici, c'est facile, c'est du béton. Et donc, en gros, je connais la masse du béton pour 1 mètre cube, hein, et ben, je peux calculer le MGH, hein, pour 1 kilo de béton. Donc, vous voyez, là, c'est 1 kilo fois 10 fois une hauteur que j'ai estimée à 55 mètres. Ça fait 550 joules par kilo, d'où le 0,54 kilojoules par kilo. Voilà. Que je peux convertir en wattheure, 0,15 wattheure par kilo. Et je peux faire la même chose avec la puissance. Hein, si je déplace 1 kilo à 5 mètres par seconde, eh bien, la puissance du poids, ça va faire 50 watts par kilo. Alors pourquoi c'est des grandeurs qui sont extrêmement intéressantes, la densité d'énergie et la densité de puissance, on les retrouvera très souvent, c'est parce que c'est ça qu'on va comparer pour estimer, disons, l'intérêt de mon dispositif de stockage. Et pour rappel, et pour notre grand désespoir à nous, pour l'humanité entière, regardez, 0,15 Wh par kilo stocké sous forme gravitationnelle. L'essence, 1 litre d'essence, c'est 13 kWh par kilo. Voilà. 0,15
13 kWh, il y a presque un rapport 100. Hein. C'est-à-dire que c'est extrêmement beaucoup plus efficace de stocker de l'énergie sous forme chimique que sous forme gravitationnelle. Hein. Là, on s'en rend bien compte. Et même chose pour la puissance. Densité de puissance 50 watts par kilo. Et en gros, dans votre voiture, quand vous estimez combien vous récupérez de puissance par kilo, c'est de l'ordre de 46 kilowatts. Voilà. Donc un rapport 100. C'est quelque chose à avoir en tête. Et quand on passe du chimique au nucléaire, on a un rapport qui est 1 million, quoi. Donc, c'est pour dire que en termes de capacité de stockage, on a pour le coup les stockages dits mécaniques qu'on trouve dans les barrages, hein, ou comme ici dans ce bâtiment avec du béton, sont moins efficaces que le stockage chimique, qui est lui-même quelque part beaucoup moins efficace que le stockage sous forme d'éléments radioactifs, hein, que l'on trouve dans les centrales nucléaires. Alors, ce genre de choses, donc c'est ce que peut nous dire la physique, assez élémentaire, mais bien entendu, la grande difficulté auquel on sera confronté dans les dispositifs de stockage, c'est que la physique ne répond pas à tout. Et là, je vous fais une liste non exhaustive de tout ce que ne dit pas et qui pourtant va s'avérer essentiel si on doit faire des choix de société, hein, sur le stockage. Alors, par exemple, il y a déjà des difficultés bêtement techniques. Là, je vous ai dit, mon bloc de béton, il est en haut, je le chute en bas. Mais en pratique, comment on fait? On a des blocs de béton qui sont un peu plus petits. Hein, c'est pas Donc, comment on range les blocs dans le bâtiment? Comment on les fait monter? Comment on les fait chuter? Quel dispositif de contrôle on a? Ça, c'est la société dit que c'est possible. On verra quand ça fonctionnera. Après, une question qui était suggérée, hein, dans cet article-là, hein, c'est que c'est le poids que ça représente. Donc, le poids du béton seul dans le dispositif, hein, c'est 1,3 million de tonnes, ce qui fait en gros 130 tonnes par mètre carré. Donc là, j'ai regardé un immeuble à Paris. On est plutôt un immeuble significatif. Hein, pour ceux qui connaissent Paris, c'est la tour Super Italie qui est métro Maison Blanche. C'est 50 tonnes par mètre carré. Donc on passe de 50 à 130 par mètre carré. On peut se dire que pour construire ce bâtiment-là, il y a peut-être des contraintes architecturales en termes de fondation qui ne sont pas évidentes. Et puis après, il y a toutes les histoires de coûts. Le coût en matières premières, le coût de l'électricité produite et la viabilité économique, la pertinence par rapport aux besoins. Là, on nous dit 25 mégawatts, mais est-ce que c'est intéressant pour la ville dans laquelle ce dispositif a été construit? Le bilan CO2 de l'électricité produite, la sécurité de l'installation. Je ne vous dis pas que si le bâtiment lâche, hein, 1 million de tonnes de béton. Voilà. Donc, en tant que physicien, je peux toujours quand même interpréter un certain nombre de grandeurs dans des dispositifs de stockage, mais il faut rester modeste. Il faut avoir conscience que ce travail qui est fait là, c'est sans doute pas ça qui va l'emporter pour choisir entre différents dispositifs de stockage qui sont à notre disposition. Alors, pour faire plus simple, hein, et pour vous montrer qu'il y a toujours des sujets d'actualité, hein, là, je vous montre quelque chose qui est assez récent. C'est un projet de barrage à La Réunion, près de Saint-Denis, hein, la ville que vous voyez ici, c'est Saint-Denis. Il se trouve que Saint-Denis est en bas d'un haut plateau. Et dans le barrage, d'habitude, on récupère l'eau de pluie et on la stocke en altitude. Et puis après, on relâche. Hein, c'est ce qui est marqué ici. Hein. STEP, c'est station de transfert d'énergie par pompage. Il se trouve que là, on va plutôt utiliser les excédents d'énergie pour prélever de l'eau de mer, la mettre en altitude sur le plateau, donc à 300 mètres de haut. Et puis, quand on aura besoin d'énergie, c'est comme un barrage. On relâche l'eau depuis le plateau jusqu'à l'océan et ça va faire fonctionner une turbine et on va produire de l'électricité. Voilà. Donc, c'est par ailleurs un dispositif qui a déjà été déployé au Japon, à Okinawa. Donc, on a tous les chiffres aussi, on a des photos pour tout ça. Et je peux vous garantir, comme souvent quand on fait des estimations de dispositifs de stockage basés sur l'énergie gravitationnelle, ça marche très très bien. Je pense que même des élèves de terminale, un peu à partir des chiffres qui sont donnés là, estimer le débit d'eau, le volume du réservoir, connaissant voilà, ces trois chiffres, dénivelé de 136 mètres, puissance utilisable 30 mégawatts pendant 8 heures. On a tout ce qu'il faut pour faire de la physique intéressante avec ça.
Donc, ce qui arrive très souvent, donc, c'est des dispositifs gravitationnels sont assez simples à comprendre physiquement. Ah, c'est assez simple aussi à trouver les bonnes valeurs numériques. On se trompe extrêmement peu et je pense que ça peut être ça peut être bien exploité, ça peut être bien exploité en classe. Alors ça, c'est une étude de cas. J'ai choisi celui-là parce qu'il est particulièrement simple, mais maintenant, si je veux changer un petit peu de scope, comme on dit, de placer à un niveau un peu plus général, je reviens quand même à la question de départ, c'est pourquoi stocke-t-on? Pourquoi, évidemment, tout ce travail, pourquoi on fait de la recherche pour savoir, pour améliorer les dispositifs de stockage. Donc, comme vous le savez, la France s'est engagée vers un dispositif dit de mix énergétique hein, à l'horizon 2050. En gros, on va conserver le nucléaire hein, à hauteur de 50%. Il y a tout ce qui est barrage et biomasse qui va fournir 15% de l'électricité. Et donc 35% seront fournis par des énergies renouvelables intermittentes, hein, donc le solaire et l'éolien principalement. Et sur ce graphe-ci, hein, qui est tiré d'un numéro spécial de Reflet de la physique, hein, la revue de la Société française de physique, qui est tout récent, qui date de février 2024, en gros, en vert, c'est la consommation, et en rouge, c'est l'énergie produite. Donc, vous voyez un petit peu le souci. Hein. Ça, c'est une projection. Hein. Compte tenu de ce mix énergétique, ben, qu'est-ce qui va arriver? Ben, il y a des moments où on n'a pas assez d'énergie. Vous voyez que là, l'énergie produite en rouge est plus basse que l'énergie dont on a besoin en vert. Et puis, il y a des moments où on a trop d'énergie. Alors, c'est plutôt l'été, parce que l'été, il y a du soleil et en plus, on n'a pas de chauffage. Donc, on a plutôt un excédent d'énergie l'été, on en est plutôt en déficit d'énergie comment dire, l'hiver. Donc, en gros, il faudrait qu'on puisse stocker l'énergie quand il y en a trop et la restituer quand on n'en a pas assez. Alors, c'est d'autant plus important qu'au fur et à mesure qu'on augmente la part des énergies renouvelables, ces fluctuations hein, augmentent aussi. En gros, vous voyez que par rapport à, vous voyez là, la courbe en violette, c'est le nucléaire, et la courbe en bleu, c'est le nucléaire plus tout ce qui est barrage, plus la biomasse. Vous voyez que les fluctuations, elles sont beaucoup plus limitées que la courbe rouge. C'est normal. Euh, on dépend beaucoup du degré d'ensoleillement, des vents qui sont sur la France, et ça, nécessairement, on va augmenter hein, ces fluctuations de production. Voilà. Alors, une des questions qui est non pas totalement controversée, mais quand même qui est souvent posée, c'est mais oui, mais si on se place à l'échelle du continent européen, est-ce que justement on ne va pas lisser ces fluctuations parce que ben, on espère qu'il y aura du soleil en Espagne si on n'a pas chez nous. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que, comme on le sait, par exemple, quand on a un anticyclone, on peut avoir des situations où il n'y a pas de vent sur plusieurs milliers de kilomètres. Hein. Donc, donc l'éolien, là, il ne fournirait pas. Donc, pourquoi stocker? Eh ben parce que au fur et à mesure qu'on va vers un mix énergétique, on a besoin, hein, pour réguler, effectivement, pour mieux profiter de ces énergies intermittentes de stocker l'énergie en cas d'excès, de le restituer en cas de déficit. Quoi. Alors, ce qui est bien avec ça, c'est qu'on a une idée de ce qu'il faudrait. Hein. En gros, on s'aperçoit qu'il faut pouvoir déstocker jusqu'à 45 gigawatts, hein, non, stocker jusqu'à 45 gigawatts pour absorber l'excédent. Là, on produit trop d'énergie, on ne va pas le mettre dans le réseau, on va la stocker. Et 25 gigawatts pour compenser le déficit. 25 gigawatts, en gros, c'est 25 heures nucléaires. Hein. Voilà. Ça vous donne une idée des ordres de grandeur qui sont mis en jeu, des besoins dont on a, des besoins de stockage qu'il faudrait développer. Alors ici, c'est un petit peu plus développé. Hein. Alors, j'interprète cette courbe-là parce qu'elle est sympa. Idéalement, vous avez stocké de l'énergie. Voilà. Quand vous êtes en déficit, vous déstockez. C'est la courbe en bleu. Donc là, vous êtes en zéro. Là, vous êtes en train de déstocker. Donc vous êtes en train de perdre de l'énergie parce que les énergies intermittentes ne fournissent pas suffisamment d'énergie pour, alimenter la consommation. Quand, en revanche, il y a un excédent, ben, vous remontez votre stock remonte, etc. Et puis, vous voyez, zut, il évolue tout au long de l'année, comme ceci. Hein.
jusqu'à revenir, dans le cas idéal, à zéro. Au bout d'un an, vous avez remis votre stock comme votre point de départ. Voilà. Donc, en revanche, cette courbe-là, hein, qui est estimée, hein, nous donne une idée de, ben, vous voyez, le pire moment, c'est celui-ci, où on était à pratiquement, par rapport au stock initial, on a perdu, c'est marqué ici, moins 13 kWh. Voilà. Et vous voyez que au, au moment où on avait un petit peu trop d'énergie, on était à plus 2 kWh. Moins 13 kWh au pire moment, lorsqu'on a vidé le maximum, et plus 2, bah, ça fait 15 TWh, pardon. Là, c'est un T, hein, 10 puissance 12 TWh. Donc, en gros, ça nous dit qu'il faut 15 TWh de capacité à l'échelle de la France pour stocker l'énergie et, et la réguler sur l'échelle d'une année. Ça nous donne un ordre de grandeur. Voilà. Donc, 15 TWh, ça correspond à 150 immeubles que je vous ai, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on se dit, à la limite, présenté comme ça a l'air même pas impossible. Bon, ils ne sont pas très beaux, ces immeubles, mais si on en avait 150, on pourrait stocker sous forme gravitationnelle l'énergie nécessaire sur une année en France. Le problème, c'est la puissance. Ça, c'est effectivement l'énergie stockée, mais comme on l'a vu ici, hein, quand vous regardez, hein, là, vous voyez des excédents de puissance ou ici des déficits de puissance, ce qu'il nous faut, c'est plutôt voilà, 45 gigawatts. Conclusion, 45 gigawatts, oui, c'est 1800 immeubles que je vous ai présentés. Donc, un des points très importants que nous dit la physique sur là-dessus, c'est que dans les dispositifs de stockage, il faut non seulement s'intéresser à l'énergie stockée, donc le stock, mais aussi à la manière dont on la déstocke, au flux, donc à la puissance. Donc, c'est deux grandeurs physiques dont vous avez besoin en même temps pour vraiment bien appréhender un problème de stockage d'énergie. Alors, donc là, je vous ai présenté des résultats qui figurent dans Reflet de la physique là, par des estimés collègues. Alors, il se trouve que ça paraît sérieux, il se trouve que c'est quand même, non pas controversé, mais ça suscite des débats. Par exemple, quand vous allez sur le site de l'ADEME, donc qui est l'agence, alors j'ai oublié l'acronyme, mais qui est le spécialiste français pour la transition énergétique, à l'ADEME, elle est beaucoup plus optimiste, hein. Vous voyez, un rapport mix électrique 100% renouvelable. Eux, ils envisagent même qu'on puisse avoir une situation où on pourrait parfaitement vivre avec que des énergies renouvelables. Voilà. Et peut-être que vous avez entendu très récemment hein, que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'électricité a dépassé les 30% en France l'an dernier. Donc, c'est tout récent, c'est-à-dire que malgré tout, ça se développe et on n'a pas eu de problème actuellement de stockage ou quoi que ce soit. Donc, voilà, une estimation qui a été faite sur les besoins au niveau de la France, qui sont considérables et qui, soit dit en passant, aujourd'hui ne peuvent pas être atteints. Les 15 TWh, on ne les a pas, hein. Voilà. Donc pourquoi stocker? Pourquoi stocker? Parce que quand on va vers un mix énergétique, on aura plus de fluctuations de production d'énergie et pour les mettre en corrélation avec la consommation d'énergie, on doit garder de l'énergie sous le coude, donc de l'énergie stockée. Alors, je vois que le temps file, mais j'aurai quand même le temps de vous présenter les procédés de stockage. Donc, c'est ça la difficulté. Il y en a, mais une flopée aujourd'hui de procédés de stockage. Donc là j'ai tiré ce schéma de la Commission de régulation de l'énergie, hein. Alors, je ne sais pas s'il est exhaustif, en tout cas, je l'ai bien aimé parce qu'il est facile à mettre en relation avec les programmes scolaires, parce qu'en gros, les systèmes de stockage électrique sont classés, vous voyez, avec des titres qui évoquent, entre guillemets, des parties de la physique ou de la chimie, hein. Mécanique, alors c'est des énergies cinétiques et potentielles. Thermique, transfert thermique, hein. Chaleur et travail, chaleur plutôt. Chimique, des réactions chimiques, électrochimiques, électriques. Voilà. Donc, tous ces dispositifs-là, à chaque fois que vous allez trouver des données les concernant, je pense que c'est intéressant que vous puissiez travailler avec vos élèves quand c'est possible
la pertinence de ces données. Moi, ça me paraît quelque chose qui est tout à fait jouable au niveau du lycée. Voilà. Donc, soit dit en passant, là, dans ce que je vous raconte, je l'ai noté ici, distinction à faire entre stockage stationnaire et stockage dédié à la mobilité. Stockage dédié à la mobilité, bah, c'est les batteries de voitures, c'est les batteries que vous trouvez dans vos téléphones portables, c'est-à-dire des stockages d'énergie, mais à une échelle qui est quand même très limitée. Vous voyez que ce n'est pas du tout ce qui est évoqué auparavant, où on essayait de stocker l'énergie pendant pas mal de temps. Alors, un point de physique et de science qui me paraît important dans ces procédés de stockage et qui peut quand même permettre de comprendre à quel moment on peut les utiliser, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Ragon. Le diagramme de Ragon, c'est un diagramme où vous mettez sur un des axes la densité massique de puissance. Donc, vous voyez, le watt par kilo. Avec mon dispositif, j'obtiens tant de watts par kilo. Et sur l'autre axe, la densité massique d'énergie. Donc en joules par kilo ou en wattheures par kilo. Hein, là, voilà. Et, et puisque vous avez une puissance et une énergie, en divisant l'un par l'autre, vous avez aussi un temps caractéristique qui vous donne une idée de combien de temps votre dispositif peut déstocker son énergie. Voilà. Alors, c'est un diagramme que je trouve très intéressant physiquement. Bon, il n'est pas facile d'en trouver de satisfaisant. J'ai pris celui-là, mais il ne me convient pas tout à fait. Hein. Il en existe plein de variantes parce que là, vous voyez, par exemple, celui-ci, hein, il a tracé la densité d'énergie en fonction de la densité de puissance. D'habitude, c'est l'inverse. Donc, et puis, il y a plein d'autres détails comme ça. Et puis, par ailleurs, comme je l'ai indiqué ici, là, vous voyez que je parle de densité massique, c'est-à-dire ramener à l'unité de masse. Il y a plein de situations où c'est plus intéressant d'avoir une représentation par unité de volume, c'est-à-dire par litre, lorsque la place joue un rôle essentiel. Des fois, ce n'est pas la masse qui vous gêne, c'est la place. Donc, autant savoir combien vous pouvez stocker d'énergie par unité de volume. Alors, voilà, en gros, comment on l'interprète? Ben là, par exemple, ça vous dit que les batteries, vous les voyez, elles sont regroupées ici. Les batteries, c'est quand même assez satisfaisant en termes de densité d'énergie par unité de masse. Elles sont dans le haut du panier, hein, c'est ce qu'on constate ici. En revanche, on s'aperçoit que en termes de puissance délivrée, elles sont moins performantes que des tas d'autres dispositifs. Et comme vous le savez, ça illustre l'idée qu'une batterie, il n'y a rien à y faire. On ne peut pas la charger de façon instantanée. Il faut plusieurs heures pour la charger. Donc, vous voyez, cette ligne droite, 1 heure, là, ça vous dit que pour déstocker l'énergie de la batterie, compte tenu de sa puissance, vous avez environ besoin d'1 heure. Donc, les batteries électriques, c'est bien, ça stocke pas mal d'énergie. Inconvénient, le temps caractéristique de charge ou de décharge, c'est de l'ordre de l'heure. Donc, des fois, c'est très bien, mais pas dans toutes les situations. Vous voyez que, par exemple, un dispositif que je n'évoquerai pas, mais que vous verrez dans les diapositives, qui sont les supercondensateurs, hein, c'est un dispositif qui, d'abord, constitue une amélioration sensible des condensateurs classiques. Et vous voyez que ce dispositif-là, son intérêt, c'est qu'il a une grande puissance. Hein. On arrive à délivrer 1 kilowatt par kilo. C'est énorme. Hein. Mais en revanche, il stocke beaucoup moins que les batteries. Donc, selon l'usage que vous envisagez, selon aussi le temps de stockage que vous envisagez, vous allez plutôt euh, euh, choisir tel ou tel dispositif. Alors, je vais passer extrêmement rapidement sur le reste des diapositives. Je voulais quand même faire deux arrêts. Ce premier arrêt, là, vous voyez, c'est assez compliqué, mais hélas, c'est ce qu'il faut pour estimer avec pertinence l'intérêt d'un dispositif de stockage. Alors, une chose dont je n'ai absolument pas parlé, c'est le rendement, c'est-à-dire la quantité d'énergie restituée par rapport à la quantité fournie. Donc, dans le cas des barrages, dans le cas de tout ce qui est énergie potentielle gravitationnelle, c'est excellent parce que la transformation d'énergie mécanique en énergie électrique, ça se fait avec des rendements qui sont, voilà, disons 90%. Il y a d'autres situations où ce n'est pas du tout le cas.
Par exemple, on évoque aujourd'hui de plus en plus le dihydrogène, hein. Ça veut dire on utiliserait les excédents d'énergie euh, pour, euh, pour faire du dihydrogène par électrolyse de l'eau, hein. Et puis ensuite, ce dihydrogène, soit on l'utilise soit dans des piles à combustible, soit on s'en sert pour faire du méthane qui lui-même ensuite délivrer de l'énergie. Tout ça, c'est super, sauf que les rendements, c'est 30%. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous mettez 1 joule dans le dispositif, à la fin, ce que vous récupérez, c'est 0,3 joules. Voilà, donc c'est pas faramineux. Donc le rendement, c'est quand même une grandeur essentielle. Capacité et puissance, c'est ce que j'ai essentiellement discuté aujourd'hui. Capacité, c'est la quantité d'énergie que vous pouvez mettre dans votre système. Et la puissance, c'est ça vous donne une idée à la vitesse à laquelle vous pouvez restituer cette énergie. Donc le temps caractéristique, en général, c'est relié aux deux précédents, hein. Voilà, c'est la durée nécessaire pour stocker et déstocker. Et puis après, bon, vous retrouverez d'autres grandeurs, hein, et sans oublier à la fin hein, les coûts, hein, parce qu'il y a des dispositifs qui sont extrêmement intéressants et qui ne sont pas viables économiquement, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Alors, voilà ce que ça peut donner, un travail fait par l'Office fédéral de l'énergie suisse, hein. Ça vous donne, pour tous les dispositifs de stockage, en gros, ça vous récapitule un tout petit peu toutes les grandeurs qui précèdent. Voilà. Donc ça vous permet quand même d'avoir une idée assez fine de qu'est-ce qui est possible de faire avec tel ou tel dispositif. Alors d'expérience, tous les stockages mécaniques, donc les barrages, hein, pompage, turbinage chez les barrages, les stockages par gravité, c'est l'immeuble dont je vous ai parlé en tout début, les stockages d'air comprimé, c'est vous comprimez du gaz, hein. Vous prenez des réservoirs et puis et après vous utilisez la détente pour récupérer l'énergie ou les volants d'inertie. Tout ça, ça se traite plutôt bien avec assez peu de physique. Donc, avec la physique du lycée, on peut avoir des choses très intéressantes dessus. Mon temps est presque fini. Je voulais juste vous dire ce que vous allez trouver après. J'ai fait une autre étude de cas. Alors, ce que j'appelle moi étude de cas, c'est voilà, on me donne des chiffres pour un procédé de stockage. Est-ce que moi, en tant que physicien, je suis capable de donner du sens à ces chiffres? Donc, j'ai refait la même chose avec ce qu'on appelle des supercondensateurs. Donc, les condensateurs, vous avez une idée, le condensateur classique, il est ici, hein. C'est deux plaques électriques, deux plaques en vis-à-vis, et puis on met une tension. Voilà, et donc, il apparaît des charges plus et des charges moins. Voilà, et bon, et ça vous donne les condensateurs en aluminium qu'on utilise, par exemple, extrêmement souvent. Le principe des supercondensateurs, c'est que l'épaisseur entre ces deux plaques, hein, grâce à, grâce à la conception, elle devient à l'échelle atomique et ça vous change totalement les ordres de grandeur des capacités des condensateurs. Donc, j'en dirai pas plus. Vous trouverez un petit peu voilà, la même idée hein, que nous dit la physique. Essayez de donner du sens à ces chiffres-là pour les condensateurs classiques et les supercondensateurs. Je voulais alors là, j'avais réussi à citer Bolloré. Enfin, en général, ça énerve les profs, donc je ne pouvais pas ne pas en profiter, qui avait un super projet hein, de bus électriques qui serait alimenté par des supercondensateurs entre deux arrêts. L'intérêt des supercondensateurs, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est que ça délivre une grande puissance. Donc ça veut dire que l'intérêt, c'est que ça peut charger en moins d'une minute votre bus. Alors, essayez de faire ça avec une batterie classique. Donc, l'idée, c'est votre bus, vous lui mettez de l'énergie dans ces supercondensateurs. Il n'y en a pas beaucoup, donc il ne peut pas aller très loin, d'où les 2 km, hein. Mais c'est ce qui arrive dans un bus, hein. Entre deux stations, il y a en quelques centaines de mètres hein, en général. Donc, et dès qu'il arrive à la station suivante, on le recharge et il continue. Super idée qui date de 2015. J'ai aucune idée de ce que c'est advenu. C'est d'expérience, c'est quelque chose que j'ai souvent constaté. Les gens ont plein d'idées. Si vous suivez l'actualité, pratiquement plusieurs fois dans l'année, des gens vous diront qu'ils ont trouvé de nouveaux dispositifs de stockage. Et de fait, à la fin, eh ben, on ne les voit pas apparaître sur le marché. Ils ne sont pas utilisés. Et je ne sais pas, la plupart du temps, j'ignore pourquoi. Petite bibliographie pour aller un petit peu plus loin.
je ne peux que vous conseiller le numéro spécial reflet de la physique, donc de la Société française de physique, consacré au défi de la défossilisation. C'est un PDF, hein, il est gratuit, donc vous le trouvez. Un autre grand classique gratuit, c'est l'énergie durable, c'est Pas que du vent, qui date de 2012, mais qui vous permet de faire le point, hein, sur tous les procédés de stockage avec des évaluations. Moi, j'aime bien le livre qui est au centre, mais bon, c'est à titre personnel. Et puis ici, donc d'abord, sur la colonne de gauche, je me cite moi-même, hein, puisque avec Jean-Michel Courty, on tient une rubrique idées de physique pour la science, hein, chez Belin, hein, et très régulièrement, on traite des problèmes d'énergie. Et là, je vous ai donné un exemple de tout ce qu'on peut trouver. Je trouve que les sites institutionnels sont quand même pas mal faits. Donc l'ADEME, hein, l'Agence de la transition écologique, le CEA, mais aussi l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par exemple. Ils font des synthèses qui sont plutôt propres, plutôt fiables, dans lesquelles on trouve plein de données. Voilà. Et il y a plein d'autres sites que vous découvrirez, hein, si vous tapez les mots-clés stockage de l'énergie, etc. Mais je ne peux pas vous dire quel est leur degré de fiabilité, hein. C'est pas un jugement, c'est que spontanément, je ne sais pas. Il faut regarder plus en détail qui est derrière ces sites. Voilà, désolé d'avoir un petit peu dépassé et merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, c'était très clair et très concis. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser soit le chat, soit l'outil questions et réponses en bas de votre écran, n'hésitez pas. Ou si vous avez des remarques ou des choses que vous... Moi, j'ai envie de commencer par une question très, très large et très naïve. On Parmi t'entend pas très. Bonjour à tous. On t'entend Ah, pas très très fort. très bien, Ah, Ouais. pardon. J'ai Stéphane. envie de commencer par une question très large et très naïve. Dans le maquis des solutions qui sont envisagées pour le stockage de l'énergie, donc je parle du stockage non mobile, est-ce que vous en voyez quelques-unes qui émergent comme étant potentiellement utilisables pour nous aider à sortir du fossile? Parce que quand on voit les ordres de grandeur que vous avez fait calculer très simplement à partir du projet chinois, on se dit comment on va sortir du fossile sans tomber dans le tout nucléaire, quoi. Ben, si j'avais eu la réponse, je vous l'aurais dit, Non, et je le cherchais mais désespérément. Le est-ce que problème vraiment que l'on a, on n'y voit pas clair du tout, quoi? par exemple, les barrages, c'est génial. C'est génial parce qu'on peut stocker beaucoup d'énergie et on peut la restituer rapidement. Mais sauf qu'en France, par exemple, on sait qu'on peut plus, notre potentiel hydroélectrique, il est atteint. Voilà, donc c'est une des difficultés auxquelles on est confronté. On peut peut-être l'améliorer, mais, mais en tout cas, ça ne sera pas suffisant pour atteindre le niveau de stock demandé. Donc ça, c'est à oublier. Moi, j'ai l'impression, malgré tout, que les personnes travaillent vraiment beaucoup sur les batteries. Moi, j'ai quand même un petit peu de doute, non pas pour l'intérêt du dispositif, mais pour la matière première que ça requiert, hein. Donc, on sait bien que, par exemple, le lithium, c'est sympa, mais il n'y a pas des stocks infinis. Donc voilà, il y a tout ce jeu-là. Donc on essaie de remplacer les lithium-ion par d'autres dispositifs qui feraient appel à des matières premières qui seraient moins en tension à l'échelle planétaire. Donc, mais ensuite, là encore, j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, qu'on puisse vraiment stocker énormément d'énergie sous cette forme-là. Voilà, j'y crois pas beaucoup. Alors, par exemple, dans les projets qu'on trouve, je crois que c'est en Australie, il y a une centrale qui est constituée exclusivement de batteries. Là. Donc, on prend, j'imagine, du solaire, hein, et on remplit à mort les batteries, et ensuite, ça restitue l'énergie. Mais j'imagine, par exemple, que ça peut être, je dis n'importe quoi, mais je fais travailler mon imagination. Je peux penser, par exemple, si vous êtes dans une ville isolée, c'est le cas de la Réunion, c'est pour ça que ça peut être très intéressant parce que vous êtes en plein milieu là, du désert australien. Voilà, les voies de communication, c'est pas facile. Avoir quelque chose qui peut vous garantir plusieurs heures de fonctionnement d'une petite ville grâce à ça, c'est intéressant. Mais ça ne marchera jamais en région parisienne. Voilà, donc, Oui. j'ai l'impression que en fonction de l'usage que vous allez en faire, en fonction de là où vous êtes,
vous allez pouvoir sélectionner tel ou tel dispositif. Pour les très grandes agglomérations ou dans des pays extrêmement densément peuplés comme les nôtres, pour l'instant, moi, je n'en vois pas. On parle beaucoup de l'hydrogène, mais voilà, l'hydrogène, il est limité par un rendement qui est quand même pas bon aujourd'hui, hein. 30%, c'est quand même pas terrible comme rendement. Les gens espèrent l'améliorer, mais pour l'instant, c'est un espoir. On ne sait pas si on arrivera à de meilleurs rendements avec le stockage à hydrogène, par exemple. Voilà. Donc, je ne suis pas extrêmement. Je suis pas, je peux pas répondre à cette question. Voilà, J'imagine. Donc la seule solution, c'est d'être plus sobre. En lien avec ce que vous disiez sur le lithium, il y a un de nos auditeurs qui nous dit que la pénurie de sable poserait un gros problème pour toutes les solutions à base de mètres cubes et mètres cubes de béton, Oui, effectivement. Alors, j'ai pris le béton, y mais la compris les embases des société, éoliennes. la- pour faire les estimations, mais la société en question prétend. Alors, là, le truc qui est astucieux, qui sont pas. Pourquoi ce bâtiment-là? Alors, d'abord, vous regardez, il y a des éoliennes tout autour. Donc, vous avez mis comment dire, le dispositif de stockage à proximité de la source des énergies intermittentes. Bon, ça vaut. Et puis, par ailleurs, ils disent il y a des mines à proximité et en fait, ils espèrent récupérer les déchets des mines, les poussières, etc., pour les agréger et faire l'équivalent des blocs de béton. Donc, pour le coup, ça éviterait d'utiliser du sable, hein. Donc, c'est moi qui, par commodité, ai choisi le béton et aussi parce que l'entreprise suisse, donc quand vous allez sur son site, elle montre un petit peu, elle a déjà fait un test à une échelle plus réduite, traité avec du béton, mais en gros, tout ce qui est lourd, ça conviendrait, hein. Donc, il est possible de valoriser des déchets miniers pour ce dispositif-là. Merci beaucoup, Edouard. C'était hyper intéressant et je pense effectivement très accessible pour des élèves. On a une question de Lauriane sur les véhicules to grid. Savoir ce que vous en pensiez. Alors, donc, en gros, l'idée qui Peut-être qu'il est. faut repréciser à tout le monde ce que c'est parce que je suis pas sûr que Oui, tout le moi monde. je sais pas ce que c'est, par Oui, exemple. alors, l'idée. Alors, il y a une réponse dans cet article-là, hein. Donc, l'idée, c'est que si on développe la voiture électrique, on aura de plus en plus de voitures électriques qui, le soir, évidemment, seront branchées pour être rechargées. Et si on est à 1 million, 5 millions de véhicules, ça fait des capacités de stockage qui sont extrêmement importantes. Et en plus, quand on regarde l'usage des voitures électriques, ce dont on se rend compte, c'est que la plupart du temps, il y a très peu de gens qui utilisent leur voiture jusqu'à vider la batterie. C'est pas vrai. Quand on a une voiture électrique, en général, on fait des trajets, n'importe quoi, 100 km. Un banlieusard qui fait 50, 100 km dans sa journée, il va toucher la moitié de la capacité de sa batterie, pas plus. Donc l'idée, ça serait de se servir de ces voitures-là pour justement stocker l'énergie en surplus, ou au contraire déstocker. Voilà. Alors, c'est évalué dans cet article. Ils estiment justement, ils essaient de voir combien de térawattheures, hein, parce que je vous rappelle à la fin, c'est 15 térawattheures, hein, que l'on cherche, hein, stocker minimum, et ils se rendent compte que c'est insuffisant. Voilà. Donc, c'est une piste intéressante. Ça peut contribuer au stockage de l'énergie, hein, pour la réguler sur l'année, hein, mais, ça resterait insuffisant. Au stockage et au déstockage, j'ai bien compris. Oui, Ça veut oui, dire qu'on oui. pourrait puiser d'une manière un peu collective. C'est une forme de Alors après, collectivisation des batteries des voitures oui, électriques, c'est c'est ça? là où j'ai quand même quelques doutes parce que le stockage, je comprends, on est quand la batterie elle est pleine, mais c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire qu'on pourrait puiser dans les batteries? Alors, voilà, c'est pas à l'échelle individuelle. Imaginez que vous avez que 5 millions de véhicules. Donc, si vous prélevez 5% de l'énergie de chaque batterie, 5 millions de véhicules, à mon avis, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, je pense que c'est ça l'idée. Il y a- Après, quand même, là où, par exemple, moi, je sais bien qu'on parle des smart grids du point de vue de la régulation des réseaux.
je- c'est peut-être possible, mais là, je ne suis pas en capacité de répondre, hein. C'est-à-dire, c'est assez fin, là, puisqu'on descend, vous voyez, faut avoir 5 millions de sources à piloter quand même. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Il y a sans doute un aspect logiciel, en tout cas, qui ne doit pas être évident. Mais, mais c'est une piste. Ça, c'est une piste. Concernant les volants d'inertie qui ont été évoqués là, dans le tableau à la fin, moi j'avais entendu des promoteurs évidemment qui les pensaient parés de toutes les vertus. J'ai vu dans le tableau là, de l'Office suisse de l'énergie que en fait c'était relativement cher, mais effectivement assez efficace. Est-ce que tu as une opinion sur ce mode de stockage? Déjà, est-ce qu'il y a des expérimentations à grande échelle? Parce que j'ai l'impression quand même que tout ça est très embryonnaire, c'est-à-dire que alors qu'on parle des énergies renouvelables intermittentes depuis bien longtemps, j'ai l'impression que toutes ces histoires de stockage, on est encore dans des phases expérimentales, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun pays qui envisage pour l'instant des installations à grande échelle de stockage. Donc en fait, il y a un peu de questions dans mon... Alors, ça existe déjà. Alors, vous voyez, les Suisses nous donnent, hein, quand même, et ils prétendent que c'est des technologies commercialisables sur le marché, hein. Vous voyez, là, le petit code couleur, ils sont quand même, Oui. ils sont bons, hein. Et ça nous dit où est-ce qu'on en est. Alors, euh, c'était l'autre étude de cas que je voulais faire, mais c'était encore de la mécanique. C'est pour ça que j'ai choisi les supercondensateurs. Les volants d'inertie. Alors, c'est une idée très bête, hein. On fait tourner des cylindres de béton ou de ce que vous voulez très vite. Alors, on en a déjà dans les voitures, hein, ça existe. Enfin, dans tous les trucs qui tournent, ça sert de régulateur, hein, de la vitesse de rotation, hein. Euh, donc, c'est assez efficace. Après, c'est quand même pas très facile à concevoir. Dire, là, pour que ça marche aussi bien, là, en termes de puissance et de densité énergétique, il faut faire tourner les objets extrêmement vite. Et ben, vous les faites tourner dans le vide. Ça veut dire qu'il ne faut pas imaginer que. Voilà. Donc, il faut faire le vide dans l'enceinte où vous avez votre objet tournant. Et ça va tellement vite que vous ne pouvez pas le mettre sur un axe standard. Vous êtes obligé d'avoir des suspensions magnétiques pour qu'il n'y ait pas de contact. Donc, voilà. Donc, c'est quand même de la technologie assez fine à développer, donc qui est, à mon avis, extrêmement chère, hein. Là, ouais, coût d'investissement, voilà, il est là, hein. C'est c'est extrêmement cher à faire. Ouais. Ensuite, c'est très bien parce que ça touche les intérêts des énergies cinétiques. Ça veut dire, vous le freinez, vous récupérez, c'est les chiffres qui sont là, hein. Ça vous donne énormément de puissance en très peu de temps. Très facile, hein. Voilà. Donc, super dispositif, mais à mon Gros avis, ce n'est investissement. pas viable économiquement. Ouais. Donc, il y aura toujours cette question-là à un moment donné. Ouais. Voilà. Donc, et, et- et encore une fois, est-ce que ça permettrait. Moi, le truc que j'ai en tête, encore une fois, c'est près d'une petite ville. Tu vois, c'est des endroits où ils sont 10 000, 20 000. Ça peut être vraiment très utile, mais si on fait le changement d'échelle, je prends la région parisienne, non, on ne peut pas s'en sortir avec des volants d'inertie. J'y crois pas du tout, ça. En fait, ces technologies qui sont un petit peu chères ou un petit peu compliquées, elles peuvent être intéressantes effectivement dans des environnements qui sont un peu coupés du monde. C'est-à-dire que tu prenais l'exemple de l'Australie tout à l'heure ou de l'île de la Réunion, on peut imaginer que dans des endroits où, en fait c'est difficile de se relier au réseau, où il peut y avoir des pénuries ponctuelles, avoir une relative autonomie énergétique avec des énergies renouvelables et du stockage efficace, ça paraît être les lieux où en priorité on a envie de développer ces systèmes-là. Après, quelque chose sur lequel je suis pas, honnêtement, je suis pas extrêmement au point, c'est que parfois, quand même, il y a des dispositifs qui t'aident à réguler le Ouais. réseau. C'est-à-dire, on a vu tout à l'heure, il y a d'énormes fluctuations, hein. Voilà, les prédictions, c'est qu'avec les énergies renouvelables intermittentes, hein, la courbe en rouge, hein, on a d'énormes fluctuations. Mais ça, c'est des fluctuations qui sont à l'échelle de la journée, etc. Après, il y a toujours, même au sein d'une même journée, des fluctuations plus petites en permanence. Donc, aujourd'hui, la gestion des fluctuations plus petites, elle est assurée justement par les turbines. En gros, déjà, hein, ça existe quelque part, les volants d'inertie des turbines, hein, qui permettent de réguler. En gros,
Si on n'a pas assez d'énergie, les turbines vont se mettre à tourner un petit peu plus vite. Mm. Voilà, ça se verra au niveau de la fréquence d'ailleurs, hein. On s'aperçoit que la fréquence du courant augmente. Et si au contraire, on en a un petit peu trop, elles vont au contraire ralentir pour produire moins d'électricité. On a une baisse de fréquence. Voilà. Mm. Donc, en général, il faut que cette variation soit petite, hein, pour éviter le shutdown qui peut arriver quand on a une variation de fréquence un petit peu trop forte. Donc, les dispositifs comme les volants d'inertie, peut-être que ça peut aider à ça, Mm. peut contribuer à réguler sur des temps assez courts les fluctuations du réseau. Là, la question que j'ai avant tout traitée, c'est plutôt comment on stocke sur des périodes relativement, disons, grandes, c'est-à-dire pratiquement saisonniers, hein. Vous voyez que là c'est à l'échelle Ouais. des mois Ouais. dont on parle, hein, c'est cette courbe-là, hein. Vous voyez, là Oui, c'est ça, c'est sur l'année. Ouais. Ouais. là, Mais la, c'est le numéro des mois, hein. Voilà, donc la problématique de régulation des réseaux, est-ce qu'elle n'est pas au moins aussi forte que celle du stockage lui-même? Comment faire en sorte justement qu'aux différentes échelles de temps que vous évoquez, on ait des réseaux qui puissent gérer l'intermittence, la multiplicité des sources, etc. J'ai l'impression que c'est un champ de recherche qui est très, très ah oui, ça actif. reste très vif. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression que ça les inquiétait pas, ça les Il, inquiétait pas outre mesure. c'est EDF et Ben, les quand je décideurs. lis voilà, les petites fluctuations, elles mettent pas en danger le réseau. Je crois pas. J'ai pas eu ce sentiment. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas eu ce sentiment. Le vrai truc, c'est que si on va vers beaucoup d'énergie intermittente, il y a vraiment des moments où on produit beaucoup, beaucoup trop et des moments où on produit pas assez. Et le problème, c'est que ces moments-là sont espacés de semaines, voire de mois. Hmm. Donc, c'est comment on fait pour gérer ça, quoi. Dans le rapport de RTE, moi, que j'avais parcouru, il disait qu'il comptait beaucoup sur une modification de la consommation pour limiter les écarts et les besoins de stockage. Euh, Oui, après, ça, de mais toute façon, ouais, quand on prend cette il donnée-là en compte, évidemment, ça. il serait pas raisonnable de croire que de toute façon, en maintenant nos modes de vie, on puisse continuer très longtemps, hein. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est un truc planétaire. Donc, de toute façon, voilà, on a besoin de tellement de ressources, y compris en métaux et en quoi que ce soit, dans ces dispositifs-là, que on atteindra, Ça ne marchera pas. va épuiser littéralement la Terre. On a une Il y a des- question il de y a- il y a- Lauriane qui a l'air très, ouais, très au fait très des active, choses. qui fait des Ouais, remarques, des euh, questions. on, on peut peut-être prendre sa Bah, question. alors, oui, Nous demande il qu'est-ce y que vous avait deux pensez remarques. d'Osmorone. Oui, et puis il y avait peut-être les deux remarques préliminaires où elle dit qu'il y a un test à grande échelle dans le Gard pour le véhicule to grid sur une ville, qui serait Villeneuve-les-Avignon. Et elle dit également que pour la production, pour le stockage, c'est comme pour la production, il faudra un mix énergétique. Oui, 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 ça, Euh, c'est et effectivement, elle demandait ce que c'était que le osmorone. Alors, je ne sais pas du tout aucune ce que idée. c'est. Qu'est-ce que Est-ce c'est? que tu en pensais, pardon, pas ce que c'était, mais ce que tu en pensais. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais Alors pas. peut-être vous pouvez nous dire, Lauriane, en Peut-être que deux mots dans Lauriane le peut chat nous de quoi il l'expliquer. s'agit. Et sinon, auriez-vous une formule de physique pour expliquer la variation de fréquence si production et consommation ne sont pas égales? Ah bah, en fait, vous cherchez, alors c'est quoi? C'est des moteurs synchrones ou asynchrones? C'est dans le principe du moteur. Donc le moteur électrique de base, hein, dans lequel vous avez des courants et des champs magnétiques, et vous regardez, selon la charge que vous lui mettez, vous allez changer sa vitesse de rotation. Donc, et vous allez vous rendre compte que plus vous lui demandez, plus il va tourner vite. Parce que il doit c'est dans le moteur asynchrone, quoi. J'espère que c'est bien le moteur asynchrone. Ça se trouve très facilement. Voilà, le résultat, hein. Alors, l'osmorone, est-ce qu'on fait pour voir? Osmorone, moi je vois osmose et rhône. Bah, c'est Oui, c'est ça, ça, et j'imagine c'est que c'est assez avec le énigmatique. fleuve. Alors, C'est donc, avec le si je fleuve. devais dire, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, ah oui, oui, Sweet Energy, oui. Enfin, Switch, je les connais. Je les connais parce que c'est Lidéric Boquet qui développe Switch ce Energy, oui. concept, hein, depuis quelques années. Il a l'air très confiant.
et j'ai énormément confiance en Éric Boquet, donc je serais assez confiant. Donc l'idée, là, effectivement, c'est d'utiliser l'osmose entre l'eau salée et l'eau douce au niveau des estuaires pour récupérer, pour, euh, pour récupérer de l'énergie, hein. D'habitude, on fournit de l'énergie pour dessaler, hein. Ouais, C'est plutôt dans ce on fait sens-là. l'inverse. Mais j'ai l'impression qu'ils ont bien avancé là-dessus, hein. Et ils ont bien avancé parce que, justement, ils ont travaillé sur des nanotubes, ce qu'on ne faisait pas avant, quoi. En gros, pour mettre en contact l'eau, euh, les parois semi-perméables que l'on utilise d'habitude pour séparer de l'eau pure, entre guillemets, et de l'eau salée, ils ont été très très loin avec le développement de nanotubes. Ils ont des effets suffisamment intéressants pour que ça puisse effectivement être rentable en termes de production d'énergie. Donc en gros, c'est ça, hein. Vous avez l'eau douce du fleuve qui arrive, vous avez l'eau salée de la mer ou de l'océan de l'autre côté, hein. Donc vous avez un différentiel osmotique entre les deux, et au lieu de, bah, et vous essayez de jouer avec pour récupérer de l'énergie. Question naïve, on salinise pas l'eau douce? Je réfléchis. Alors, ça doit être des trucs de flux quand même à la fin. En fait, de toute façon, Ouais. déjà, tu es dans l'estuaire. Oui, donc c'est de l'eau qui va finir à la mer dans tous les Donc, de cas. toute Ouais. façon, elle finira dans l'océan. Ouais, ouais, ouais. Alors, on sait bien qu'avec ça crée de la pression osmotique. Donc, ça veut dire, après, c'est comment cette différence de pression, on la récupère pour faire de l'énergie électrique. Ça, j'ai Ouais, pas je le sais pas. dispositif en Ouais. tête. Mais à mon avis, ça pose pas de problème, hein. C'est un truc de flux, hein. En permanence, il y a de l'eau douce qui arrive. De l'autre côté, il y a de l'eau salée. Oui, de Ça toute va façon, fonctionner. la quantité globale de sel, c'est juste que l'eau salée sera un peu moins salée et l'eau douce sera plus Ouais, mais salée. elle sera renouvelée. Ouais, c'est ça. Voilà, après, je serais quand même je serais quand même. Alors là, je j'ai pas creusé parce que c'est pas du stockage pour le coup. C'est vraiment C'est de la production, là. Ouais. une nouvelle source de production d'énergie qui est sans doute un peu moins intermittente. Alors peut-être qu'il faut jouer avec les marées, je ne sais pas comment, où est-ce qu'elles peuvent être mises. Bah, là, au Sporone, de toute façon, c'est en Méditerranée, donc ils seront pas gênés par ça. Je sais que l'Idéric Bocquet avait fait des estimations. Bon, on pense à l'Amazone, par exemple. C'est là dans le genre de l'eau douce qui va au contact avec l'eau salée, c'est absolument incroyable. Donc là, il y a une énergie à récupérer qui est sans doute faramineuse, hein. Alors, donc Ouais, ça, c'est une bonne piste. Mais ça, ouais, c'est une piste de production d'énergie. Et encore une fois, je demande à voir. C'est-à-dire, je demande à d'accord. voir, on sait que ça marche à petite échelle, Mais à quelle échelle? Oui. voilà. Mais ensuite, est-ce que ça suffira pour alimenter Lyon ou Marseille? Voilà, j'en sais rien. C'est là où à chaque fois j'ai des doutes. Moi, d'expérience en plusieurs années, ça m'a quand même frappé de voir le nombre de propositions qui ont été faites, qui ont suscité à un moment donné un engouement. Dire, on le voit bien, on a des pics dans les médias. Par exemple, il y a la voiture pneumatique de Tata, le constructeur indien, que je trouvais génial comme idée. C'est qu'en gros, on stockait de l'énergie sous forme pneumatique. C'est-à-dire, on mettait des fluides sous pression, de l'huile, hein, on comprime de l'huile, et puis après, on la relâche, et ça va fournir du travail. Et donc, il n'y a aucun problème, ça peut fournir l'énergie nécessaire pour propulser un véhicule. Et le grand avantage par rapport à l'électricité, c'est que pour recomprimer un gaz ou un fluide, c'est beaucoup plus court Mm, que, que recharger une batterie. bien sûr. Génial, donc ça date de 2012, hein, donc c'est une de nos chroniques, pour ne pas la citer. Et ça a disparu. Voilà. Je ne Peut-être sais pas pourquoi. parce que pas rentable, trop compliqué industriellement. Alors, ça peut être ça, ça peut être aussi des problèmes entre industriels, hein, parce que évidemment, ça n'aidait pas. Il y a des choix qui ont été faits et, et manifestement, ils ont préféré faire le choix de la voiture électrique que la voiture pneumatique. Donc, c'est la chronique qui s'appelle, quand je cherche là-dedans, l'air comprimé revient. Voilà, de mars 2009. Et donc, une bonne idée, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alors, on en a la trace aujourd'hui avec le stockage d'air comprimé dans les cavernes Mm, souterraines, hein, ouais. que c'est le même principe, hein, sauf que là, c'est du gaz, alors que pour Tata, évidemment, pour les véhicules, c'était plutôt des liquides, hein, qu'on mettait sous pression. Mais pour revenir à l'exemple de l'osmose, là, on peut se dire qu'une fois que c'est maîtrisé, hein, ça pourrait être du stockage, puisque si on le sait le faire dans un sens,
Après, un liquide concentré en sel, ça se stocke. Oui, mais là, j'y crois pas. Là. Je pense que la notion de flux est très importante dans ce Ouais, dispositif. c'est ça. Ouais. Voilà, parce que ça me paraît. Bon, il suffirait de Après, stocker de l'eau salée. bon, après, moi, c'est ma casquette d'écologue, hein, mais sur cette question-là spécifiquement, imaginez bricoler au niveau des estuaires et des deltas, c'est-à-dire mettre des infrastructures à ces endroits-là, modifier les écoulements des eaux et des choses comme ça dépend des volumes évidemment qui sont concernés. J'ai du mal à croire qu'il n'y aurait pas un impact derrière. Donc ça nécessiterait évidemment des études d'impact derrière. Les marais de Camargue sont déjà suffisamment perturbés aujourd'hui par les problèmes de prélèvement d'eau, de salinisation des nappes, de choses comme ça, que d'aller jouer avec les flux hydriques dans ces zones-là. Il y a aussi l'évolution des flux des fleuves, des débits des Ouais. fleuves avec le réchauffement climatique. Que va devenir le débit du Rhône à échéance Oui, 2060? Ça fait Alors, beaucoup de en tout questions là. cas, vous voyez, mais je suis sûr que là, je ne l'ai pas regardé, mais on peut parfaitement avoir une idée de la pression osmotique de l'eau de mer par rapport à l'eau. Voilà. Donc, on sait la pression que ça génère. Donc, je suis sûr qu'il est assez facile d'estimer l'énergie que ça peut produire. ouais, Voilà. et les volumes qui seraient nécessaires. Et les volumes nécessaires. Mm. Voilà. Donc, ça peut être assez efficace, mais comme tu l'as dit, c'est pas la même chose si tu as un bâtiment qui fait 30 mètres sur un côté de l'estuaire ou ou si c'est comme le barrage de la Rance, où en Ouais, gros, c'est ça. tu fermes entièrement tu fermes entièrement le fleuve avec le dispositif. Ouais, c'est sûr. Mm. Merci beaucoup. On Ok, voit que c'est ben des merci. questions pas simples. C'est encore très vite. Il C'est y encore a... très vite. On te réinvitera dans quelques ouais, années pour voir les ouais. avancements. Et je pense qu'il y a bah, il y a de la physique, mais il y a aussi de la politique, il y a aussi des luttes industrielles. Enfin, il y a plein de Oui, questions qui rentrent en compte et qui, dans ces c'est prises de c'est ce décision, que hein. je voulais dire, hein, si je voulais résumer. Je Mm, pense que le physicien peut effectivement discuter de manière critique les dispositifs de mm, stockage avec des outils relativement rudimentaires, donc accessibles, pas tous, mais en partie accessibles à des élèves de lycée. Je trouve que ça intéressant d'avoir cette discussion, mais vous voyez, compte tenu de toutes les questions qui peuvent être posées, hein, mm. euh, c'est pas, notre poids dans la décision finale sera très faible. Il y a d'autres enjeux économiques, environnementaux, et peut-être, alors même si le stockage de l'énergie, ça me paraît moins évident, comment dire, d'acceptation, hein, qui rentre en jeu. Hein. C'est ça. Merci beaucoup. C'est typique Mm, d'une question de mm. société socialement vive. Mais c'est super intéressant. Du coup, on est tous concernés. Ouais. Merci beaucoup, Edouard. Oui. Merci beaucoup pour votre présentation et pour tous ces échanges passionnants. Et je vois que les enseignants qui étaient connectés sont restés tout le long, qui ont Oui, été très nous très nous- intéressés. nous n'avons perdu personne. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci, On vous envoie le replay dans environ une semaine. d'accord. Euh, Et un prochain mercredi des sciences dans Tout à presque un fait. mois sur un sujet totalement différent, la pollinisation. Voilà. 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 Et je Donc vous on vous... envoie mes diapos, voilà, Oui, merci, Edouard. en PDF, ça vous suffit? C'est parfait. Très bien. Merci Ben, beaucoup. merci. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au Très bonne revoir. soirée.